Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast Fiscalia. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle réforme fiscale qui concerne les Olim Khadashim et nous sommes avec Nathaniel Drey. Bonjour Nathaniel. Bonjour à tous. Alors Nathaniel, c'est quoi cette réforme? Alors, tout d'abord, c'est une réforme qui va être votée dans les prochaines semaines. Cette réforme, elle va faire un bruit inimaginable pour les Olim Kardashim, tout simplement parce que cette réforme vise à, je ne vais pas dire annuler les 10 ans, parce que l'exonération fiscale restera en place, comme on va l'expliquer, mais en tout cas modifier pleinement le paysage fiscal qui est accordé à un Olé Khadash quand il vient s'installer en Israël. Bon, je pense qu'on va revenir un tout petit peu en arrière. Quand le Olim Khadash vient en Israël, il est exonéré pendant les 10 ans d'impôts et de déclaration d'impôts sur les revenus qu'il a générés en dehors du territoire. Ça, Voilà. on en a parlé déjà. Pour rappeler un petit peu à nos auditeurs, effectivement, un Oleh Khadash, quand il fait sa Aliyah, donc quand il devient résident fiscal israélien, le gouvernement israélien n'a pas le droit de lui demander des informations sur ses revenus qui sont produits et générés en dehors d'Israël. Jusqu'à présent, le fisc israélien est un petit peu aveugle, c'est-à-dire que pendant 10 ans, la personne, le contribuable, est exempté de déclaration sur les revenus qu'il génère en dehors d'Israël. Ils sont donc obligés de fermer les yeux, quoi. Ils n'ont pas le droit de demander, puisque c'est l'exonération des licences, ça a été généré en dehors du territoire. Voilà, il faut même savoir qu'aujourd'hui, s'ils veulent lever parce qu'ils ont un doute ou quoi, la loi actuelle, c'est qu'il leur faut une décision du tribunal Ah oui. pour, par exemple, s'adresser à une banque et, via les mouvements bancaires, réussir à récupérer potentiellement des informations sur des impôts que la personne aurait dû payer en Israël. Tu dis que c'est une loi qui va faire beaucoup de bruit. D'ailleurs, elle en fait déjà pas mal de bruit, alors que c'est juste un projet de loi, c'est un taskir comme on a dit. Et comme tu l'as vu toi aussi dans certaines interventions que tu as fait, je l'ai vu, j'ai suivi des webinaires, les gens disent maintenant ça va pas passer, ils en parlent chaque année, ça fait 10 ans qu'ils le disent. Oui, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'Israël en parle, mais c'est la première fois qu'un Tazkir Rock, c'est-à-dire un projet de loi aussi détaillé, sort. Il fait à peu près une douzaine de pages, seulement sur 2 articles. Ah oui. Donc c'est ultra détaillé. Et en fait, dans les 4 premières pages du Tazkir, donc du projet de loi, ils vont détailler les raisons qui poussent, ils vont donner une sorte d'introduction pour bien se faire comprendre, je pense, par le grand public, en disant, écoutez, c'est pas qu'on a envie de balancer tout le monde et voilà, de taper du poing sur la table pour les Olim Khadashim. C'est simplement que Israël, en l'état actuel, est obligé, je dis bien obligé, pour respecter les normes de l'OCDE, de procéder à quelques modifications majeures dans la loi israélienne actuelle. Mais qu'est-ce qui a fait plier en fait Israël? Moi je sais qu'Israël vraiment arrivait à tenir tête à cette loi, parce que je sais plusieurs années que ce soit les partis religieux ou le parti de Lieberman, même pour les Russes, comme on dit, la communauté russe. Donc, qu'est-ce qui les a fait plier? Parce que, est-ce que c'est l'ère dans laquelle on se trouve, cette transparence fiscale qu'il y a, ces échanges d'informations? C'est en fait, Israël ne peut plus se permettre d'être considéré comme un offshore. En fait, c'est un peu tout ça. Il faut savoir que ça remonte en fait à 2016. En 2016, l'OCDE met en place un groupe d'action qui s'appelle le Global Forum, qui va en fait aller auditer et vérifier tous les pays qui sont membres de l'OCDE et va vérifier, scanner toutes les lois. Est-ce que les lois sont bien respectées, les lois de transparence et d'échange fiscal international. Et en 2016, l'OCDE donc commence à mettre en place cet organisme. Cet organisme est venu en Israël à partir de 2019. Ils ont fait de multiples visites. Et lors de la dernière visite en mars 2023, donc ça va faire un an maintenant, le Global Forum a émis un rapport assez accablant pour Israël. Et les conclusions de ce rapport, c'est aussi simple que Israël est en fait considéré comme un pays offshore. Donc c'est un Paradis ultimatum, quoi. fiscal. Ils n'ont plus le choix, Et, quoi. et ils n'ont vraiment plus le choix. Quand le rapport va être publié, et il était censé être publié fin mars, bon, on est le 31 mars, donc il ne sera visiblement pas publié aujourd'hui, mais il va être publié dans les prochains jours. Ce rapport, en fait, fait état de lacunes importantes, de lacunes majeures dans la loi et la fiscalité israélienne. Ces lacunes ont été identifiées par le gouvernement israélien et parmi ces lacunes, on va développer un petit peu plus, mais parmi ces lacunes, justement, a été vraiment pointé du doigt l'absence de déclaration pour un Olé Khadash pendant les 10 premières années. Cette loi qui a encouragé l'ALIA, qui a été votée en 2008 et qui faisait référence aux personnes qui sont venues à partir du 1er janvier 2007. Donc, mais ça me fait penser un petit peu au moment où il y a eu l'échange d'informations en 2019. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a vraiment eu un ultimatum de l'OCDE que si jamais Israël n'appliquait pas immédiatement cette loi d'échange d'informations, alors Israël allait être blacklisté. Et tout de suite après, on a vu, en 2019, alors que cet échange devait commencer en 2017,
et qu'à la fin, en 2019, ils ont été obligés de se plier. Donc là, moi aussi, je suis d'accord avec toi sur ce On coup. pourrait ressortir justement ce passage à toutes les personnes qui pensent que ça ne va jamais passer. Exactement. On pensait aussi que l'échange de l'information bancaire automatique n'allait jamais passer, qu'Israël qui allait Ils vont pas eux-mêmes le chercher faire. l'argent Ouais. au sentier et ramener les valises, comme on dit, ils n'allaient jamais passer le pas. Eh ben, ils l'ont plus que passé, puisqu'on le sait, c'est automatique depuis 2019. Bon, ça va passer, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement? Bah, Moi, j'ai envie de te surtout, dire. un dernier point, si ça ne passe pas, il faut bien Ouais. comprendre une chose, c'est que si ça ne passe pas, Israël va être listé dans ce qu'on appelle la liste noire, et on va rejoindre des pays Il n'y aura plus de super virement vers sympas, Israël. comme quoi. l'Iran, la Trinité Corée du Tobago. Nord, Trinité Tobago, bref, que des pays, que des merveilles. Et techniquement, il faut savoir qu'une des sanctions de l'Union européenne sur les pays qui se trouvent dans cette liste, c'est d'obliger à prélever à la source tout paiement qui part d'un pays de l'Union européenne vers un compte bancaire qui se trouve dans un pays de cette liste. Donc, par exemple, monsieur tout le monde, qui lui respecte la loi, il est Olé Hadash, il est à la retraite et il a fait sa alia depuis 3 ans, il a l'habitude de se verser régulièrement, de se faire un virement régulièrement depuis son compte bancaire français vers son compte bancaire israélien. Eh bien, il faut savoir que si Israël ne respecte pas et ne joue pas le jeu, ce cher monsieur tout le monde va se retrouver avec un prélèvement à la source de 30% qui sera appliqué par la banque du pays, comme aujourd'hui, quand Israël, tu veux payer à Chypre, tu veux payer dans des pays qui n'ont pas d'autorisation avec Israël, il y a un prélèvement à la source, un Nikouimas Bamakor. À moins qu'on ait une exemption des impôts qui ont bien vérifié, mais ça sera une catastrophe. Mais ça, c'est au cas par cas, tu comprends que de manière... Administrativement parlant, pour toutes les personnes qui travaillent avec c'est impossible. Toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui avec la France, qui ont toujours leurs affaires en France, qui rapatrient de l'argent en Israël légalement, avec des factures, etc., même ces personnes-là, en fait... On le sait, Israël, c'est un pays d'export. Israël exporte énormément de technologies, dont la tech et les armes. Si demain, à chaque fois qu'une personne veut payer Israël, il doit rajouter 30% parce que l'OCDE, enfin l'Union Européenne aura appliqué une sanction de 30%, c'est impossible. Et après, il va te casser la tête à les récupérer. C'est impossible. Humainement, c'est impossible. Et puis, professionnellement, c'est impossible. Donc, ça va passer. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, ils sont obligés de le faire passer, mais c'est une bonne nouvelle pour Monsieur Tout-le-Monde parce que ce cher Monsieur Tout-le-Monde, lui, il respecte la loi. Il n'a pas envie de profiter d'un pays offshore, etc. Pour lui, il joue le jeu à 100%. Et il risque de se retrouver pénalisé si jamais ça ne passe pas. Moi, tu veux que je te dise, j'ai même vu un article comme quoi, même pour les personnes qui, on va dire, ont un petit peu à cacher, c'est même une bonne nouvelle pour eux aussi. Parce que ces personnes-là, à la fin, on sait qu'en Israël aujourd'hui, le fait qu'on ne doit pas déclarer pendant les 10 premières années, on est considéré un peu comme des escrocs en Israël. C'est-à-dire les Français, aux yeux des impôts, ah, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Ils se réveillent 10 ans après, attendez, qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 ans, alors que les personnes étaient complètement en droit, etc. Donc, on a remarqué souvent que des personnes qui n'ont pas vraiment rien à cacher, quoi, qui s'habitent en Israël, ils se sentent un peu... ils sont un peu hors la loi alors qu'ils sont complètement dans la loi. Mais cette histoire de 10 ans les a blacklistés en Israël. Aux yeux de et il suffit de voir les banques, je te rejoins complètement dans ce que tu dis. Aujourd'hui, les banques reçoivent un virement de l'étranger, c'est alerte rouge, tu m'amènes une attestation de l'expert comptable en France, de l'expert comptable en Suisse, de l'expert comptable en Israël. Ils mettent tous les pays possibles juste pour faire passer, entre guillemets, la responsabilité que si jamais il y avait un soupçon de blanchiment d'argent dans ce virement, eh bien, que ce soit entièrement déclaré et que ce ne sera jamais la faute de la banque. Pour éviter justement les grosses amendes. Donc oui, je te rejoins, Israël est un peu devenu totalement parano sur les virements qui viennent de l'étranger. Et je pense qu'effectivement, mettre en place cette nouvelle loi, on va tout de suite détailler c'est quoi dans cette nouvelle loi, mais mettre en place cette nouvelle loi va faciliter la transparence fiscale aux yeux du monde, mais également aux yeux du système israélien. Et d'un point de vue administratif, quoi, même par rapport aux banques, à mon avis, à partir du moment où tout est déclaré... Alors les banques, les gens qui changent leur système, ça va mettre du temps, on les connaît bien. À mon avis, ils vont continuer à nous casser les pieds pour chaque virement qui vient de l'étranger. Je ne les vois pas modifier. Par contre, ce sera plus simple pour les professionnels du secteur, donc nous par exemple, les avocats, les fiscalistes. Pour attester pour pouvoir attester. En fait, très souvent, on nous demande de préciser que les sommes ont bien été déclarées à l'administration fiscale israélienne. Mais en fait, non, parce qu'avec la loi actuelle, je ne peux pas déclarer la vente d'un bien immobilier à Paris qui a été vendu, parce que pendant les 10 premières années, ce bien il ne doit pas être déclaré en Israël. Donc je vais déclarer qu'il a bien été déclaré en Israël parce que selon la loi israélienne, il n'était pas déclarable. C'est un peu tordu. Non, mais je pense justement, il faut... plus simple. Non, mais ce serait bien de s'arrêter une demi-seconde sur ce que tu viens de dire là, parce que combien d'attestations tu as dû recevoir de banques qui te demandent déclare-moi bien que ces fonds ont bien été déclarés en Israël, alors que selon la loi, noir sur blanc, elle n'a pas besoin. Donc moi je connais personnellement, tu vas en connaître aussi, des personnes
je le dis aussi, mais moi je l'ai déjà fait, d'attester comme quoi tout a bien été déclaré, parce que tout est bien déclaré, il n'a pas besoin de déclarer. Mais comme la banque, elle travaille. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut pas déclarer, même en Israël, tu vas les voir et tu leur dis je veux déclarer une vente d'un bien immobilier à l'étranger, ils vont te dire tu es dans tes 10 ans, va-t'en. Ils n'ont pas que ça à faire d'avoir une charge administrative supplémentaire et d'aller vérifier si les revenus exonérés sont bien exonérés. Donc la banque cherche à se dédouaner au maximum parce qu'il y a des sanctions pénales, parce que Roch Al-Banaton, c'est la loi contre le blanchiment d'argent, est important. Mais c'est vrai que ce système-là, où on va obliger toute personne à déclarer l'intégralité de ses revenus dans le monde, ça va nous faciliter la vie à nous pour être transparent vis-à-vis d'Israël. Ok, donc concrètement, ils ont parlé d'une date, quand ça va passer. Alors déjà, juste pour redonner un tout petit peu le cadre, donc vous avez compris, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, tant que la loi n'est pas passée, pendant les 10 premières années, vous êtes exempté de déclarer vos revenus à l'étranger, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de déclarer quoi que ce soit, ni même de le mettre dans la section des revenus exonérés ou autre, c'est exonéré. Après, je ne rentre pas ici dans le sujet que parfois, oui, nous, on conseille quand même de faire des déclarations, notamment pour les retraités, parce que pendant les 10 premières années, pour éviter le Conseil de Toulouse, etc. Bref, pendant les 10 premières années aujourd'hui, vous devez absolument rien faire à condition que les revenus ont bien été générés en Israël. Après que cette loi va être mise en application, vous serez dans l'obligation de déclarer l'intégralité de vos revenus qui ont été produits, que ce soit en Israël ou à l'étranger. Les revenus qui ont été produits et générés en Israël, ils seront imposables en Israël dans les sections qui sont en vogue actuellement. Par contre, les revenus qui proviennent de sources étrangères, comme la vente de biens immobiliers, la réception de revenus locatifs, des dividendes, la vente de crypto, bref, tous les types de revenus que vous pouvez imaginer en dehors d'Israël vont rentrer dans des cases respectives dans la déclaration fiscale israélienne. Attention, il faudra joindre les justificatifs qui permettent de prouver quelle est la nature de ce revenu, mais je crois que ça fait partie des questions que tu vas poser après. Justement, mais en feuilletant, tu as dit les justificatifs. Moi, en feuilletant un peu le projet de loi, je sais que tu l'as feuilleté un peu plus que moi. Ils avaient dit qu'ils allaient être assez cool par rapport à ça. Vous nous annexez vos bilans de France, on va pas les regarder. Même s'ils sont en langue étrangère, c'est rare que les impôts sont aussi cléments, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est une façon de faire passer un peu la pilule. Disons que là où ils ont été cool, c'est qu'effectivement, quand on va devoir annexer, je prends l'exemple d'un client lambda, d'accord, il fait ça, il a gardé sa société en France, il est développeur informatique, d'accord. Lui, il déclare évidemment en Israël la quote-part du travail qu'il va faire en Israël, et puis tous les ans, avec ses associés, il va se distribuer du dividende parce que la société elle a bien marché en France. Eh bien, ce même dividende, jusqu'à maintenant, il n'avait pas besoin d'être déclaré en Israël parce que c'était un revenu passif qui n'était pas généré en Israël. Par contre, à partir de demain, ce même dividende va devoir être déclaré dans la section des revenus exonérés. Et qu'est-ce qui va changer? C'est que pour pouvoir justifier que c'est un dividende, il va falloir joindre le bilan de la société française qui va distribuer le dividende, le protocole de l'Assemblée Générale des Actionnaires de l'AG qui a émis et déclaré qu'à partir de que ce paiement-là, c'est bien un dividende qui est versé, etc. Donc, ce qui va changer, c'est qu'on va devoir joindre des justificatifs pour prouver, entre guillemets, au fisc israélien que ce sont des revenus exonérés. Et là où ils ont été relativement cool, l'administration fiscale israélienne, c'est qu'ils ont dit, tu as un bilan en français parce que la loi française t'oblige à présenter un bilan en français, je ne vais pas te demander d'aller traduire ce bilan et d'aller le mettre en hébreu. Ils peuvent le faire eux-mêmes aujourd'hui avec tous les outils technologiques qui existent, c'est rapide. Mais c'est marrant, mais en fait, je pense que ça va encore plus loin que de contrôler est-ce que c'est un dividende ou non. C'est de contrôler, de peut-être même requalifier ce dividende en tant que salaire israélien. Ça veut dire, en fait, c'est fou, parce que quand j'y pense, là... Tu sais, je vais te dire, c'est évident qu'on va devoir refaire un épisode une fois que cette loi va passer, parce que cette loi, elle va être, entre guillemets, très, très, très impactante pour la majorité des personnes qui, jusqu'à présent, considéraient que le dividende qu'ils avaient d'une société à Hong Kong, c'était un revenu passif. Mais là, en fait, ce revenu, ce dividende à Hong Kong, combien on a de clients comme ça qui nous disent « Ah non, mais ça, c'est ma boîte à Hong Kong, ça, c'est des dividende ou des royalties. Quand on dit dividende, ou des royalties. Tous les systèmes, tous les schémas, on n'est pas né hier et bien souvent, on accompagne aussi dans ce schéma. Donc, évidemment que demain, ça va être beaucoup plus sportif pour une personne qui n'a jamais mis les pieds à Hong Kong, qui n'est jamais allé à Chypre, qui ne sait pas où ça se trouve les BVI, pour aller prouver pourquoi est-ce qu'il est allé flanquer une société dans ce pays, autre que pour éviter de payer des impôts en Israël. Alors que cette personne travaille et se trouve plus de 300 jours par an en Israël. Non, mais en fait, là, tu es en train de parler d'Hong Kong, etc., mais je te parle même de France. À partir du moment où une personne fait son alia et que d'un coup, les salaires qu'il prenait, il les considère en dividende, Israël aussi peut dire, attendez, mais c'est des salaires
Bien sûr, mais C'est sur il ça va que y je veux. avoir une image. c'est En sur fait, ça- aujourd'hui, la plupart des gens pensent que pendant 10 ans, Israël, ils sont complètement aveugles. Ils ont raison. Israël ne peut pas demander Non. d'informations sur l'étranger. À la fin des 10 ans, ils peuvent. La question, c'est est-ce qu'à la fin des 10 ans, ils vont contrôler 100% des personnes? J'ai ma petite idée là-dessus. Ils ne vont pas contrôler 100% parce que humainement, ils ne peuvent pas. Mais les outils technologiques qui sont à leur Bien sûr. disposition aujourd'hui leur permettent de contrôler un volume beaucoup plus important que ce qu'on pense. Par contre, là, ça implique quoi? Ça implique d'attendre la fin des 10 ans, et si la personne n'a jamais rien déclaré pendant 10 ans en Israël, d'ouvrir le livre rétroactivement, d'ouvrir les pages qui sont fermées, et d'aller vérifier potentiellement si effectivement cette personne devait ou non déclarer en Israël. Mais là, ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là vont devoir tous les ans écrire le livre en même temps qu'avec les impôts. Tous les ans, ils vont donner la dernière édition du livre. Ah ben voilà, l'édition 2022, j'ai gagné tant de dividendes, j'ai eu tant de salaires, j'ai eu tant de revenus immobiliers. 2023, tant, etc. Et là, c'est beaucoup plus simple pour l'administration fiscale israélienne d'aller vérifier si oui ou non le fisc israélien, cet impôt devait effectivement ne pas être taxé en Israël. Et je pense de manière totalement déguisée que Israël est en fait content de pouvoir avoir aujourd'hui un œil Bien sûr. sur ces revenus qui proviennent de l'étranger. De toute façon, c'est pas pour rien qu'ils se sont battus pendant des années pour ne pas faire passer cette loi. Donc ça veut dire que cette loi, elle ne va pas passer. Oh, c'est juste, on fait juste. Il faut se rappeler à l'origine de la loi, et puis toi tu l'expliques super bien à chaque fois. L'origine de la loi, c'est Bibi. Mitchell. C'est 2008, la loi Mitchell, c'est pour tous ses amis. Après Lieberman pour ses amis, voilà, Gaffney Lieberman, pour ses etc., amis. Gaffney pour ses amis. Bref, ils sont tous, c'est un petit peu les proches et tout ce qui va avec. Donc cette loi aujourd'hui, elle a été faite dans un monde où fiscalement c'était encore possible de faire certaines choses. Aujourd'hui, on va vers un monde 100% digital, 100% transparent. Alors l'autre, on va dire, bonne nouvelle, c'est que si effectivement le fisc israélien arrive à mettre en place des règles, on va dire, relativement souples, ce ne sera pas une charge administrative trop importante pour le contribuable. À moins qu'il y ait un contrôle spécifique, quoi. Et s'il y a un contrôle spécifique, déjà pensez à nous appeler parce qu'on va sûrement pouvoir vous aider là-dessus, mais s'il y a un contrôle spécifique, alors peut-être que finalement il y aura une manière de retravailler l'imposition qui est appliquée à une personne. Combien de fois on a des clients qui viennent en disant je continue à payer mes impôts en France alors que ça fait 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans que je suis en Israël. Pourquoi? Parce que je ne savais pas qu'elle allait se déconnecter, etc. On en a parlé dans les épisodes précédents. C'est un super point. Avec ce système-là, il faut savoir que les gens peut-être ne sont même pas au courant que le fisc israélien est plus avantageux dans énormément de cas que le fisc français. Et que si vous continuez à bêtement vous faire imposer pendant 10 ans en France parce que vous ne saviez pas, vous n'avez pas consulté, vous pensiez que c'était mieux, ou bien comme tout le monde, vous pensiez que 12,8 c'est mieux que l'impôt israélien, mais vous avez oublié 25% avant d'IS. Je ne rentre pas dans la partie technique, mais on en reparlera si tu veux. Mais techniquement, ça va redistribuer les cartes. Et je pense que fiscalement, d'abord Israël va toucher de l'argent qu'il aurait dû recevoir. Donc ça va aider dans l'effort national. Et je pense que ça va redistribuer de l'imposition qui aurait dû de toutes les manières être payée en Israël et qui a été payée à temps. Non, mais moi je pense que pour les personnes qui ne sont pas déconnectées de France, mais parce qu'ils ne voulaient pas faire l'exit tax ou parce qu'ils ne voulaient pas réveiller la France, cela en fait, ça sera une... là, ça sera une race en voie d'extinction. Quoi. Ça veut dire ça n'existera plus. C'est tout simple, c'est fou en fait. Quand il va y avoir une information qui va être transmise, ils en parlent dans le projet de loi d'ailleurs, ce que tu dis. Ils parlent à l'intérieur, ils disent puisque maintenant l'échange d'informations internationales doit être mis en avant et Israël doit se plier conformément, ils demandent même à annuler l'article qui permet seulement en cas d'ordre du tribunal de dévoiler des informations, et il donne le droit au fisc israélien d'aller demander des informations directement à votre banque, en vue de pouvoir les transmettre à un résident fiscal d'un autre pays. Ça va moi je pense que ça va aussi pousser une certaine déconnexion fiscale pour certaines personnes qui ne voudront pas faire de remue-ménage. Oui, mais là ils sont déconnexion obligés. fiscale de France, tu veux dire? Non, mais limite pour les personnes qui ne voudront pas se déconnecter fiscalement de France, ils n'auront plus le choix. C'est soit ils déclarent à Israël tout ce qu'ils ont, soit ils se déconnectent d'Israël et ils repartent en France. Il n'y a pas le choix. Après, je pars du principe qu'une personne qui habite en France, en Israël, il ne le fait pas sous la contrainte, il le fait parce que c'est un choix. Demain, ces personnes-là, ils vont devoir se plier à certaines règles. Et c'est dans l'air du temps, c'est les règles du jeu, c'est les nouvelles règles du jeu. De toute façon, tu as dit, les personnes qui sont israéliens aujourd'hui ont les 10 ans d'exonération. Les personnes qui viendront après cette réforme auront les 10 ans d'exonération sur les impôts, bien entendu, mais ils seront obligés de déclarer. Mais les personnes qui viendront entre ce moment-là et entre le moment où la loi elle passe, ça me fait penser à l'article que j'ai lu d'ailleurs, dernière place disponible pour la LIA. Tu es d'accord avec ça ou non? Alors, dernière place, oui, je suis tout à fait d'accord. Il
faut savoir qu'en vue d'adoucir un petit peu et d'assouplir la position du gouvernement israélien, Israël a mis un petit peu une pommade, c'est-à-dire qu'ils ont accordé aux personnes qui viendraient seulement après le 1er juin, jusqu'au 1er juin 2025, de bénéficier de la loi actuelle. C'est-à-dire que même si la loi passe maintenant, elle ne rentrera en application que pour les Olim Khadashim qui viendraient après le 1er juin 2025. D'accord? Donc dépêchez-vous de faire l'Alia. Dépêchez-vous, ça veut dire quoi? Vous n'allez pas claquer la porte, vous prenez les clés et c'est terminé. Mais préparez votre Alia. Si vous comptez venir réellement habiter en Israël et que vous comptez quitter la France et donc venir habiter en Israël, faire votre Alia, préparez-vous dès maintenant à établir ce qu'il faut, parce que si la date de votre Alia est postérieure au 1er juin 2025, cette loi va s'appliquer sur vous dans son intégralité. Donc faites bien attention de bien vous préparer. Les personnes qui feront l'Alia avant le 1er juin 2025 ne seront pas concernées par cette loi. Ils seront concernés par cette loi seulement au bout des 10 ans, dans l'application classique. Les personnes qui feront l'Alia après le 1er juin 2025, elles seront complètement concernées. Petite précision, petite nuance, dans cette nouvelle loi, une société à l'étranger on va prendre un exemple très concret, toujours notre informaticien qui a donc sa société à Paris, lui, il est considéré comme un Israélien qui dirige une société étrangère. Donc, actuellement, pendant qu'il est dans les 10 ans, il n'a pas besoin de remettre les déclarations, les bilans de la société étrangère au fisc israélien. À partir du bilan 2024, donc courant 2025, cette personne devra transmettre le bilan de la société française, même si lui, il n'aura pas besoin de déclarer ses revenus perçus à l'étranger pendant 10 ans, en admettant qu'il a fait l'ALIA avant le 1er juin 2025, sa société, elle, n'aura jamais fait l'ALIA, entre guillemets. Donc sa société devra, à partir du bilan 2024, transmettre ses comptes au fisc israélien. Ok, mais un retraité, par exemple, là on parle de société. Concrètement, un retraité qui fait son ALIA, le 1er janvier 2025, dans la déclaration de 2026, c'est-à-dire il doit faire une déclaration en 2026 pour 2025, comme n'importe quel contribuable israélien. Il a fait sa ALIA après le 1er juin 2025. Oui. D'accord. Il fait sa ALIA normale en août 2025. Ouais, voilà, août 2025, excuse-moi, j'ai dit janvier. Il doit faire une déclaration, tout à fait. Il doit faire une déclaration comme toi, comme moi. Mais sur la période de juin, effectivement. S'il fait son ALIA par exemple en juillet. Uniquement sur les mois qui sont concernés par après sa ALIA. Il y aura une section de revenus exonérés. Alors, pour les retraités, il faudra joindre l'attestation d'info-retraite qui va bien stipuler et détailler mois par mois. C'est important de les préparer. Quels sont les mois qui sont concernés par la pension de retraite et mettre dans la section des revenus exonérés, il y a une case spéciale pour les revenus en tant que retraité. Il faudra là-bas reporter le montant de la retraite qui a été perçu par cette personne. Si la personne ne reporte pas ce montant-là, elle ne pourra pas faire rentrer son argent de retraite en Israël. C'est aussi simple que ça. Il y a une phrase qui n'existera plus, c'est « Vous n'avez rien à faire encore, monsieur, pendant ces 10 prochaines années. » Cette phrase-là, à part de nous contacter. Non, quoi, vous avez une caisse privée de retraite, ok, vous n'avez rien à faire pendant 10 ans avec ça. Et un autre truc qui va changer, et ça va changer pour toute personne, ça va être un changement majeur, tu sais, dans les déclarations de patrimoine, on a l'habitude de dire que pendant les 10 premières années, on ne déclare que le patrimoine israélien. C'est fini ça aussi. Ça aussi c'est fini. Maintenant, il va falloir qu'on mette pas mal de choses à jour au bureau parce qu'effectivement, à partir du 1er juin 2025, toute personne qui devra faire une déclaration de patrimoine va devoir déclarer également les actifs qui sont possédés à l'étranger. Ils vont même annuler l'article 135B1 qui, jusqu'à aujourd'hui, donne l'exonération. Donc cet article va complètement, tout simplement, être annulé. Même pour les personnes qui sont venues avant juin 2025, non? Pour les personnes qui sont venues avant juin 2025, c'est pas sûr. Pour l'instant, c'est pas clair. Mon avis, c'est que non. Ils vont continuer à bénéficier. Non, mais attention, dans le projet de loi, ils ont fait 2 distinctions. Ah ouais, c'est hyper tricky. Mais ça veut rien dire, parce que si dans la déclaration de patrimoine, on va déclarer aussi ce qu'on a à l'étranger, en fait... Dans tous les cas, il va y avoir, à mon avis, un phénomène qui va se mettre en place, c'est que la banque, il faut savoir qu'elle a plus de pouvoir que les impôts classiques, parce que la banque va pouvoir obliger une personne à aller chercher une attestation, etc. Et peut-être que si cette personne va vendre un actif qui n'a pas été inclus dans sa déclaration de patrimoine, elle va dire non, mais moi j'aurais voulu voir une déclaration de patrimoine où tu dis au fisc israélien voilà le patrimoine que j'ai. Donc il va falloir bien suivre ces futurs. C'est un vrai chamboulement, quoi, en fait. C'est un chamboulement énorme. Pour l'instant, la loi n'est pas encore passée, mais. Voilà. On peut faire les paris, on est le 31 mars 2024. Je parie que ça va passer et je parie que ça passera avant le mois d'août 2020. Moi aussi, tu sais pourquoi je parie, moi en plus? Parce que c'est la première fois que j'ai pas vu d'opposition à la Knesset. Il n'y a personne qui s'est opposé. Smotrich, il a accepté. Gafni a accepté. Tout le monde a accepté. C'est la première fois. Il n'y a pas eu un cri de Lieberman, un cri.
ils ont compris que c'est fini, quoi, en fait. Je vais le redire, si tu ne fais pas passer cette loi, tout virement qui arrive en Israël, il arrive avec 70% de la somme initiale. Il y a 30% qui sont prélevés à la source dans n'importe quel pays qui va payer. L'Union européenne, ils sont ultra stricts là-dessus. Et on a vu qu'Israël ne perd plus de temps, hein, même avec la fameuse réforme sur les factures électroniques, la Heshbon Israël, on va pas en parler maintenant, mais tu as bien vu, c'était censé être repoussé, et là, hop, à compter du premier. Israël, à la différence de la France qui n'arrête pas de repousser sa facture électronique, Ouais. qui va peut-être rentrer en septembre 2026, on verra bien. Israël, quand ils font passer une nouvelle loi, en fait, c'est la chita, c'est la technique du Big Bang, quoi. C'est-à-dire qu'il y a avant, après. Ouais. C'est pas compliqué. Voilà la loi. Si vous avez des remarques à faire, vous avez 30 jours pour le faire. À partir du moment où toutes les remarques ont été saisies, ça va passer dans le process de loi classique. Cette fois-ci, je ne pense pas qu'ils vont faire la même erreur que quand ils devaient faire passer l'impôt sur le troisième appartement, Ouais. où ils étaient allés trop vite et que Bagatz avait dit écoutez, vous n'avez pas respecté le process classique. Là, c'est une loi qui est primordiale pour Israël. Il faut bien comprendre que être membre de l'OCDE, ça donne beaucoup de facilité, Ah, bien sûr. notamment sur l'import, l'export. L'économie israélienne, elle vit par l'export. Le high-tech, les armes et tout ce qui va avec. Je pense que c'est pas le moment, je pense qu'Israël, surtout avec ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est vraiment pas le Déjà que moment. l'opinion publique mondiale, elle est Si on bien rajoute contre la nous. blacklist, Si on là. rajoute là-dessus la blacklist, là, ça va être très 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 compliqué. Pensez au cours du shekel qui va s'effondrer si Israël, parce que toutes les personnes qui ont des obligations de la banque israélienne, ils vont tous les tirer. On n'a pas le droit de détenir des obligations d'un pays qui est sur la liste noire. Donc c'est très très grave, ça peut faire effondrer le cours du shekel. Ok, donc pour résumer, les personnes qui comptent venir en Israël, c'est vraiment le moment. Quand on dit le moment, c'est qu'ils n'ont pas un mois, ils ont quand même une petite année pour se préparer en fonction de ce que tu dis. Si tout passe comme on a dit, C'est très court. Par contre, si j'ai un bon conseil à vous donner, vous savez que l'agence juive, c'est... Ah oui, ça c'est pas mal ce que je La vais dire, je vais en parler juste après. Mais l'agence juive, ils font un travail exceptionnel, mais c'est lent. C'est lent et c'est long. Il y a des listes d'attente. Si vous pensez faire l'ALIA, inscrivez-vous au plus vite, quitte à prendre une date avant votre date d'arrivée réelle. ouais. C'est pas grave si vous perdez 2-3 mois dans l'exercice complet. Par contre, c'est bien plus grave si votre date d'ALIA, elle est après le 1er juin 2025. C'est quoi la date d'Alia? Qu'est-ce qui compte en fait? C'est ce qui est marqué sur la Théouda Tolé en fait. C'est Tahrir Kabbalat Mahamad. Cette fois-ci, apparemment, visiblement, ce sera à Tahrir Kabbalat Mahamad. Par contre, autant il y a des fois où on arrive à décaler la date des 10 ans et on veut prouver que ça a été Ouais. fait après, peut-être là que dans certains cas, on va réussir à prouver qu'en fait la personne était déjà en Ah, Israël, ouais. mais qu'il n'avait pas fait l'ALIA réellement. Bref, on peut toujours Ah, si elle a des petits faire pépins un numéro administratifs, d'équipe. on verra. Hein. Par contre, une remarque que tu as dit, et je pense que sur ça on va conclure parce que c'est un petit peu long, mais quelque chose de très important que tu viens de dire, c'est qu'en Israël, on en avait parlé je crois dans l'épisode sur la résidence fiscale, Un petit peu, on a en abordé un peu Israël, la il y a ce qu'on appelle l'année d'adaptation, la Shnat Ishtaglut. Pendant cette année-là, une personne qui va prévenir le fisc israélien qu'il souhaite s'adapter à sa nouvelle vie fiscale en Israël, cette personne, en fait, la première année n'est pas considéré comme résident fiscal israélien. Il est considéré comme un toshafrout, c'est-à-dire un résident étranger. Eh bien, dans le projet de loi, ils ont noté que si une personne fait sa alia après le 1er juin 2025 et qu'elle décide de considérer, de prendre la Shnat Ishtaglut, l'année d'adaptation, eh bien, la première année, il n'y aura pas besoin de déclarer les revenus qui ont été produits et générés en dehors d'Israël. Ah ouais? C'est-à-dire Ah, parce qu'il est que cette considéré loi comme résident est étranger en exactement, il fait. n'est pas considéré comme ayant fait sa alia. Bien qu'il soit déconnecté de France, Peu importe. Israël, pour Israël, tu gagnes encore un an. on a tout intérêt. C'est marqué même dans les divrei esber, dans les explications de ce projet de loi. C'est noté que en fait, c'est-à-dire que le gars qui t'écrit les divrei esber, il est en train de te donner un conseil. Il te dit, en fait, une personne qui va choisir l'année d'adaptation, il peut attendre 2 ans avant de déclarer à Israël quels sont ses revenus. La première année, l'année d'adaptation, et on sait qu'en Israël, le dépôt de la liasse fiscale, ça peut aller jusqu'à décembre de l'année suivante. Donc, une personne qui fait sa alia le 1er janvier 2026, par exemple, et qui décide de prendre l'année d'adaptation, l'année 2026, elle compte pas. L'année 2027, il devra la déclarer seulement début 2028. Mais pourquoi ne pas recommander à tout le monde en fait de faire cette Shnat Ishtaglut? Je pense que le message est très clair. Je vous recommande de faire la Shnat Ishtaglut. Déjà, pour vous éviter la tâche administrative à la fin de la première année de devoir déclarer l'intégralité de vos revenus, etc. C'est une procédure Même compliquée. si c'est une procédure, C'est une pas procédure. complexe, ne la faites pas seule, c'est mon plus grand conseil, Ouais. ne la faites pas seule. En plus, il y a un délai, je crois, il faut le faire. Il y a un délai, c'est dans les 90 jours, il y a un dépôt et c'est ce qu'on appelle une procédure technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne réponds pas à un des critères Ah, ok. mentionnés dans la loi, tu n'as pas le droit, tu n'es pas éligible. Et boum, t'es Même si on a oublié une virgule, un point dans la demande ou pas. Donc c'est très technique. Autant il y a des choses qui demandent un certain savoir-faire sans trop de technique.
Là, c'est très technique. Il y a un savoir-faire, mais c'est aussi. Je pense que ce sera son heure de gloire à cette Chinatista Club qui n'était pas très à la mode. Et là, Là, elle va revenir sur le devant de la scène. C'est Messi qui fait son comeback à Barcelone. Ok, super Nathaniel. Merci beaucoup pour ces informations. Écoute, merci à toi. Et puis au plaisir de vous écouter, de vous partager le prochain épisode la prochaine fois. On aura le plaisir, je crois, de parler de produits d'assurance et de produits financiers en Israël avec notre star assureur francophone, Benjamin Béros. Voilà, je vous ai fait le petit teasing pour ceux qui nous écoutent jusqu'à maintenant. Merci à tous. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de commenter, d'apprécier, ça fait toujours plaisir. À bientôt.